Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, chers amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je voudrais vous traduire l'immense plaisir que j'ai à être avec vous aujourd'hui en tant que président de séance avec deux intervenants. L'un que je connaissais, que je rencontre pour la première fois, et l'autre que je ne connaissais pas et que je vais découvrir, Inch'Allah, avec vous, même si nous en avons discuté. Sur un sujet très très important, je pense que beaucoup de musulmans de France attendent qu'on discute ce sujet, pas seulement entre nous. Il y a eu des invitations qui ont été faites, mais beaucoup de personnes n'étaient pas prêtes à venir, n'avaient pas, enfin leur agenda ne leur permettait pas de participer à cette rencontre. En tout cas, vous savez tous que nous vivons des moments très difficiles aujourd'hui. C'est une époque de diversité, de partage, de très profonde complexité. Et beaucoup de questions se posent à tous les porteurs de foi, de spiritualité, pas seulement aux musulmans. 3 questions essentielles se posent à toutes les religions monothéistes, les grandes religions de France. Et ces 3 questions, je les résume en 3, mais fondamentales. Comment ces religions vont-elles faire pour vivre ensemble dans le même espace public, dans la même Europe, dans la même Méditerranée, dans la même France, dans la même... Comment elles vont faire pour vivre ensemble? Est-ce que ces religions vont participer à la paix sociale, ou au contraire, elles vont alimenter les foyers de violence et d'absolution qu'on voit naître un petit peu partout dans le monde aujourd'hui? Et la 3e question, c'est qu'on s'achemine véritablement vers le choc des civilisations dont on parle beaucoup, ou véritablement vers le dialogue des cultures et des civilisations. Alors, il ne faut pas faire bac plus 12, il faut passer à Sciences Po, faire l'ENA, pour comprendre que ces questions sont essentiellement posées à nous, musulmans. L'islam est aujourd'hui compris, traduit, enseigné en France, en Europe et dans le monde occidental comme une religion de violence et de discrimination. C'est véritablement comme ça que la religion musulmane est présentée aujourd'hui, comme une religion de violence et de discrimination. Violence vis-à-vis des non-musulmans, discrimination vis-à-vis des femmes et des non-musulmans. Alors, on peut passer notre temps disant que c'est l'autre qui est la cause de tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais on peut dire aussi que l'islam ou les musulmans de France n'ont pas seulement des problèmes avec les autres, mais nous avons des problèmes avec nous-mêmes aussi. Et c'est dans ce sens que j'espère que dans ce premier débat, avec les 2 interventions, on essayera de répondre à ces 2 questions, parce que nous, d'une manière ou d'une autre, nous portons une lourde responsabilité en tant que musulmans sur ce qui nous arrive, sur ce que nous subissons, et sur cette période difficile de crispation, de tension que nous sommes en train de vivre. Et parfois, moi je vous dis, c'est individuellement que nous devons ressentir ce que nous sommes en train de ressentir, et parfois nous avons besoin de revenir vers celui qui nous a donné la vie. Et nous avons besoin que chacun de nous se remette en cause et médite, et fasse ce voyage à l'intérieur de lui-même pour essayer de pouvoir comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Et c'est dans ce sens, donc, pendant ce premier débat, nous aurons donc, dans un premier temps, l'intervention de Nabil Nasri. Nabil Nasri, c'est comme ça qu'on m'a dit. Oui, c'est comme... Non, c'est pas un problème. Je peux commencer. C'est bon? Alors, Nabil, qui a fait des études, on va dire des études théologiques ou des études islamiques à Château-Chinon, c'est comme ça qu'il a commencé. Ensuite, qui a fait des études à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence, qui ont été couronnées par un Master 2, et qui est actuellement doctorant, donc il prépare un doctorat à Strasbourg. Nabil Nasri, qui est surtout président du collectif des musulmans de France, qui est une institution très importante aujourd'hui, et qui suit, et c'est à ce titre qu'il a été invité, qui suit un petit peu tout ce qui se passe. Nous avions peur que l'islam soit au cœur des débats des élections présidentielles. Nous avons averti, moi-même je l'ai fait, j'ai participé à des rencontres où nous avions averti les hommes politiques, attention, personne n'a intérêt à ce que l'islam soit au centre
des débats et malheureusement, nous y sommes. Nous y sommes et nous devons absolument dire ce que nous pensons par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc ce sera la première intervention de Nabil Nasri et sa présentation s'intitule « Le vote comme arme et outil de contribution citoyenne ». Ensuite, il y a à ma gauche la présentation. Je les présente tous les deux. Ensuite, on ouvrira le débat, Inch'Allah, avec la salle. De Nasruddin Boutamina, qui a fait des études scientifiques, qui est des études de médecine ou de biologie, qui ont été couronnées aussi par un master. Le master n'existait pas à l'époque, mais un DSS en immunologie, mais qui est surtout aujourd'hui un conférencier, écrivain. Il a écrit une vingtaine de livres, et le dernier, c'est celui-ci. Donc, je ne sais pas s'il a apporté quelques-uns pour en vendre ici. Non, désolé. Voilà, en tout cas, on vous donnera et son intervention va être axée sur son dernier livre, Français, musulmans, perspectives d'avenir. Donc, contrairement à ce qui a été dit, je pense qu'il va jouer le rôle de contradicteur. Donc, il a beaucoup de critiques vis-à-vis des musulmans. Et peut-être que Nabil, il va jouer l'autre rôle, c'est des critiques vis-à-vis de l'autre, non musulman. Mais en tout cas, il y a un débat contradictoire au sein des intervenants. Et j'espère qu'il y aura un débat contradictoire aussi, sinon ça n'a pas de sens, dans la salle, à l'issue de l'intervention des deux conférenciers, Inch'Allah. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Nabil Nasri, Inch'Allah. 20 minutes, voilà, 20 minutes chacun. Ensuite, on ouvrira le débat avec la salle. Bien. Alors, salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. La première des choses que je souhaiterais avancer, c'est évidemment de remercier les organisateurs pour cette invitation, donc de les remercier chaleureusement. Évidemment, donc la mosquée Ad-Da'wa, mais on a une tradition prophétique qui nous dit « La yashkurullah, man la yashkurun nas ». Donc évidemment, je remercie l'ensemble des organisateurs, mais en particulier Cheikh l'Arabic Chat, et je dois un peu lui rendre hommage aujourd'hui, parce que ça fait partie des personnalités musulmanes qui ont guidé le cheminement spirituel d'un certain nombre de musulmans de France dans lequel je me reconnais. Et donc à ce titre, je voulais lui exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour son parcours, son profil, les sacrifices qu'il a pu donner pour la communauté musulmane et pour la communauté nationale. Et j'estime pouvoir le faire en votre nom. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être aujourd'hui ici parmi vous. Et je remercie encore une fois, cher, pour cette invitation. Barakallahu fik. Bien, moi je vais essayer de centrer un petit peu mon intervention sur, un peu comme le souligne le sous-titre qui m'a été donné, donc le vote comme arme et outil de contribution citoyenne. Moi, je vais essayer de cibler mon intervention sur quelle est la réalité du vote entre guillemets musulman, si tant est qu'il existe, et de démontrer quels sont les ressorts profonds de l'abstention auprès de la communauté musulmane, et de démontrer comment, ou en tout cas comment peut-on faire pour pouvoir y remédier. Parce que le vote, comme le souligne donc le titre de l'intervention, est un outil, c'est une espèce d'arme au bon sens du terme, de contribution, de revendication, et il est regrettable de constater cette réalité qui est assez affligeante entre guillemets, de voir autant d'abstention qui parcourt la communauté musulmane. Donc je vais d'abord serrer un petit peu les raisons, en essayant de voir, en mettant en évidence 3 raisons principales, et de dire et d'essayer de montrer quels sont les moyens pour pouvoir y remédier dans le sens d'une contribution que pourrait représenter une participation un peu plus positive des musulmans de France à l'élection. Alors, concernant la réalité du vote entre guillemets auprès de la communauté musulmane, là je parle sous c'est un peu Pascal Perrineau, le président, le responsable du CEVIPOF, qui est le centre d'études de la vie politique française à Sciences Po, qui donne la principale caractéristique du vote musulman entre guillemets, qui est l'abstention. Donc vraiment, c'est le premier critère, la première caractéristique qui est attachée au vote musulman, c'est l'abstention. Malheureusement, les chiffres nous parlent de 40% d'abstention aux élections nationales, notamment présidentielles et législatives, mais ça peut aller jusqu'à 80%.
c'est certainement le segment de la population française qui est le plus touché par l'abstention, et notamment dans les villes de banlieue, et notamment par rapport au 93, où aux élections cantonales de l'année dernière, on a enregistré dans certaines communes des taux d'abstention dépassant les 75%. Donc ça, c'est vraiment une réalité à savoir, à connaître. Il faut d'abord essayer de diagnostiquer un peu quel est le souci pour pouvoir ensuite y apporter des solutions. Mais quand même, c'est une réalité et il faut donc la rappeler. Alors, quelles sont les causes profondes de cette abstention? Alors, évidemment, sans verser dans un espèce de misérabilisme qui cantonnerait et réduirait la communauté musulmane à une origine spécifiquement ouvrière, on a quand même une bonne partie de la communauté qui reste d'origine modeste, d'origine ouvrière, peuplant les quartiers de grands ensembles, les quartiers populaires, et tout le monde sait que l'origine modeste de ces quartiers est propice finalement à un désinvestissement politique. Donc vous avez dans beaucoup de quartiers de France, évidemment une population musulmane qui est très souvent majoritaire, et cette origine sociale, et j'insiste sur la question sociale, hein, le déclassement, le fait qu'on ait une école au rabais, des discriminations systémiques et tout le marasme un peu économique qui frappe ces quartiers, qui explique un petit peu, qui sont la première des raisons profondes de l'explication de cette abstention massive. C'est la première, c'est pas la seule. La deuxième que je souhaiterais mettre en évidence, c'est là c'est un petit peu nouveau, même si ça concerne qu'une petite partie de la communauté musulmane, on n'est plus de l'ordre de l'anecdotique. C'est-à-dire c'est tout un discours religieux qui nous vient d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient qui incite les musulmans ou qui interdit aux musulmans d'aller voter. Et ça commence à avoir des répercussions, une réalité dans certaines mosquées de France. Et c'est un discours qui fait particulièrement florès sur Internet et ailleurs, où on a des gens qui nous disent que islamiquement, il est interdit de voter parce qu'on ne se reconnaît pas dans la trajectoire, dans la démarche démocratique, à savoir le peuple qui est lui-même le souverain, qui puisse ensuite édicter des lois. La souveraineté n'est qu'à Dieu. Et ça, c'est un discours qui commence malheureusement à prendre de l'essor, de l'écho auprès d'une partie de la jeunesse musulmane. Et ça, c'est également une deuxième raison, à mon sens, qui explique un petit peu cette abstention. La troisième des raisons, et ça c'est quelque chose également du fait, parce que bon, alhamdoulilah, j'ai quand même l'occasion de faire pas mal de conférences, de visiter un certain nombre de villes de France, où on a une partie de la jeunesse notamment qui est sensible à la question du vote et qui comprend la portée de l'acte électoral en lui-même, mais le souci c'est que beaucoup ne se reconnaissent pas dans l'offre politique traditionnelle. Donc on a souvent un discours qui nous dit, nous sommes un certain nombre à comprendre l'intérêt d'aller voter, nous sommes pour le fait d'aller voter, le seul souci c'est que nous ne nous reconnaissons pas dans cette offre politique traditionnelle où on n'a pas de candidat, de parti, de programme qui puisse être en accord avec l'ensemble de nos revendications. Et moi je pense que cette question-là c'est vraiment une question de fond parce que ça nous interpelle sur les critères, sur les déterminants qu'un musulman soucieux de ses principes met en évidence quand il soutient son acte électoral. Qu'est-ce qui détermine son vote? Et ça, c'est vraiment une question, à mon sens, qui doit être posée auprès des musulmans, parce que très souvent, quand on parle, par exemple, sur la question de la Palestine ou de l'islamophobie, ou la question également des valeurs, voire du projet social, on a très souvent une offre politique, encore une fois, courante, qui nous correspond très peu à ce que souhaiteraient les musulmans comme programme idéologique. Donc ça, c'est vraiment la troisième raison, à mon sens, qui explique cette abstention. Et abstention massive, je le rappelle. Or, le problème, c'est que nous vivons dans un système démocratique où le vote est quand même l'un des éléments, si ce n'est l'élément incontournable de la démarche politique, de la vie politique. C'est quand même par le biais des élections que se noue la vie politique française, et que tous ceux qui sont en dehors de cette question du vote sont un peu ceux qui ne sont pas pris en considération. Donc on est un peu là dans une espèce de contradiction où on a une communauté musulmane qui est victime d'un certain nombre de fléaux, qui souhaite sortir de cette condition un peu négative, mais dont le principal souci est de ne pas prendre conscience de l'intérêt d'aller voter, pour les raisons que j'ai évoquées. Le souci, c'est que, de mon point de vue, pour pouvoir remédier et pallier à ce fléau de l'abstention, il y a deux manières de lutter. La première, c'est évidemment ce que fait, je pense, cette mosquée ici, comme dans pas mal de mosquées de France, et évidemment d'associations, même de familles.
on est un certain nombre, et je pense beaucoup, à essayer de le faire, c'est de former et d'éduquer. Donc, toute la stratégie de l'éducation et de la formation pour pouvoir éduquer civiquement la communauté musulmane, en plus de l'école évidemment, qui doit d'abord et avant tout être le lieu premier de la socialisation et de l'éducation civique. On doit, je pense, notamment dans les quartiers, dans les associations et également dans les mosquées, traduire cette volonté de faire passer le message suivant, à savoir que pour pouvoir sortir de sa condition de discriminer, pour pouvoir sortir également de la posture victimaire qui consiste à s'indigner de manière systématique en se complaisant un petit peu sur son sort, il faut faire comprendre à la communauté et notamment aux nouvelles générations que l'acte électoral, le vote en lui-même, est un moyen de pouvoir améliorer la condition, de sortir un peu de ces fléaux pour pouvoir contribuer de manière positive à la société. Donc ça, c'est quelque chose, de mon point de vue, absolument fondamental, d'autant plus qu'il permettra également, en essayant de concilier une lecture intelligente des sources islamiques, de contrer le discours que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire tout le discours religieux qui consiste à nous dire que c'est haram, entre guillemets, de voter. Le fait de former, d'éduquer la communauté, c'est aussi une manière de pouvoir leur offrir un discours religieux novateur en la matière pour pouvoir leur donner les clés de compréhension efficaces et intelligentes sur la question du vote en islam, qui est évidemment quelque chose, de notre point de vue, je pense qu'on partage tous, quelque chose non seulement de nécessaire, voire d'obligatoire pour certains, parce que c'est la manière avec laquelle on va pouvoir contribuer de manière positive à la société française et en même temps défendre un certain nombre d'intérêts catégoriels, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, d'intérêts auprès de la communauté musulmane, qui sont également des intérêts pour l'ensemble de la société française. D'autant plus que pour ce qui est de la question qui intéresse de manière directe la communauté musulmane, comme il m'a été présenté le fait que je suis un peu au contact du terrain dans un certain nombre de villes de France et du fait de ma fonction donc, de président d'une association à vocation nationale, il y a quand même parmi les déterminants, les critères de vote que j'évoquais tout à l'heure, la question de l'islamophobie et la question palestinienne qui viennent au cœur d'un certain nombre de questionnements de musulmans. Et pour pouvoir sortir, ça a été évoqué en introduction, de cette stigmatisation croissante de la communauté musulmane, pour pouvoir s'en défaire, pour pouvoir rappeler les principes de dignité et de respect à la classe politique et pour pouvoir exiger de cette classe politique un minimum de dignité et de décence dans le débat public, rien de mieux que d'utiliser la question du vote comme le titre de l'intervention, comme arme de contribution et d'exigence politique. Parce que c'est vrai que à continuer un peu comme on le voit aujourd'hui, de discours stigmatisants en énième controverse chaque semaine sur le halal, sur la polygamie et sur autre chose, on risque d'avoir encore une fois une classe politique qui prend le musulman comme un éternel bouc émissaire et qui réduit le débat public à des considérations absolument futiles. Et pour pouvoir exiger encore une fois un peu plus de respect, de dignité et de décence dans le débat public, eh ben, la question du vote est absolument fondamentale pour pouvoir exiger encore une fois de la maturité dans le débat public et davantage de respect. C'est la même chose pour ce qui concerne la question palestinienne de mon point de vue, parce qu'il faut interroger de manière diffuse et de manière vraiment essayer sur le terrain d'interpeller les candidats sur une question qui reste majeure et centrale à la fois au niveau de la scène internationale, mais également au niveau des programmes des partis politiques. Parce que moi, là, je parle à mon niveau personnel, mais je peux apprécier la qualité de justice sociale d'un parti ou d'un programme en fonction de sa position sur le conflit israélo-palestinien. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où un parti se tait sur une injustice aussi flagrante à propos d'un conflit majeur pour l'avenir du monde, quelqu'un qui se tairait ou un parti qui se tairait sur ce qui se passe là-bas ne peut pas être en France un parti qui défendrait la justice sociale et les principes de dignité, de respect et d'égalité. C'est-à-dire que pour moi, ça va dans les deux sens. Ceux qui se taisent et qui continuent à soutenir d'une certaine manière la politique agressive et criminelle en Palestine ne peuvent pas être des gens ici en France qui promeuvent des principes de dignité, d'égalité, de respect et de liberté. Donc, à mon sens, cette question, elle est centrale à la fois au niveau du rapport de force et de la scène politique internationale, mais également, elle est un point de rapprochement d'un certain nombre des valeurs qui doivent motiver le vote à la fois des musulmans, mais je pense d'autres humanistes avec lesquels on peut se rejoindre sur ces valeurs et ces principes de dignité et de respect.
Et j'ai vu que j'ai déjà quasiment épuisé mon temps. Donc voilà l'essentiel de mon propos d'aujourd'hui et j'espère pouvoir avoir l'occasion, Inch'Allah, d'en débattre avec vous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Nabil. Si je résume un tout petit peu ce que Nabil, il part d'un constat qui est réel, hein, et ce n'est pas seulement dans la région parisienne. Jusqu'à 80% d'abstention, notamment dans les élections cantonales. Ça, c'est quelque chose que l'on voit pratiquement dans toutes les banlieues. Moi, je viens de Lyon, Vénissieux, Vanvelin. Les dernières élections cantonales, c'est jusqu'à 70% d'abstention. 3 raisons qu'il avance pour ces abstentions. D'abord, beaucoup de musulmans, à tort ou à raison, ne voient pas l'intérêt de participer aux élections. Le deuxième raison, il a bien fait de le souligner, c'est un discours qui nous vient de l'étranger, qui tend à dire que la participation aux élections dans un pays qui n'est pas considéré comme musulman sont illicites ou ne correspondent pas au texte fondateur de l'islam, le Coran wa Sunna. Et la troisième raison qu'il a évoquée, c'est les 2 préoccupations majeures, en tout cas pour un grand nombre de musulmans aujourd'hui. L'islamophobie qui est institutionnalisé aujourd'hui, qui est un phénomène social réel. C'est pas quelque chose, c'est pas un fantasme, c'est une réalité véritablement. On en discutera un petit peu tout à l'heure. Et la deuxième préoccupation, c'est cette monstrueuse injustice que vivent les Palestiniens aujourd'hui. Ils vivent pratiquement dans une prison à ciel ouvert et beaucoup de partis politiques, enfin, pour certains musulmans, l'immense majorité des partis politiques ne portent pas ces préoccupations, donc il ne voit pas l'intérêt de participer aux élections. Voilà, et ensuite il finit par, on ouvrira le débat tout à l'heure, si on veut être entendu, il faut absolument qu'on soit présent, il faut absolument qu'on dise qu'on existe, et pour ce faire, il faut absolument participer à ces élections.